Bonjour à vous toutes et tous. Je suis ravi d'être là et de faire cette présentation sur le site de La Marche. Donc j'arrive tout droit de Châtellerault, là, du Poitou-Charentes, pour vous amener un petit peu dans ce très très beau pays de préhistoire. Donc je tenais à vous remercier d'être présent. Je tenais à remercier bien évidemment les organisateurs de cette conférence, le Musée de l'Homme de m'avoir accueilli. Et je tenais juste à remercier également deux personnes qui m'ont aidé à préparer cette communication. Le musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux, François de Brabant, qui m'a gentiment aidé dans la documentation et l'iconographie. Donc je vais vous faire partager ces illustrations. Et le photographe François Delangle, avec qui on a pu travailler il y a quelques années sur l'exposition des pierres gravées de la Marche qui a eu lieu à Lussac-les-Châteaux, et dont vous allez avoir ici de très très belles images de François. Frédéric Delangle, pardon. Faut savoir que c'est très très compliqué de prendre en photo les dalles et les plaquettes gravées de la Marche, et il a fait un très très joli travail. Alors bon, on va pas s'éterniser longtemps sur l'espace géographique parce que il faut qu'on ait le temps de discuter tout à l'heure. En tout cas, nous voici dans le Poitou-Charentes. Le site de la Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux. Alors, je vais tester le pointeur. C'est bon, voilà, oh là là, voilà, oh là là. Ça, c'est Lussac. Et ici, vous avez le site de la Marche. Alors, il faut savoir qu'on est dans un lieu très intéressant du point de vue géographique et géologique, puisqu'on est à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Poitiers. Et nous sommes dans un lieu de passage, il s'agit du seuil du Poitou, qui fait le lien entre le sud, l'extrême sud du bassin parisien, et qui fait le lien avec l'extrême nord du bassin aquitain. Donc c'est pas anodin comme espace géographique, et qui va avoir une importance toute particulière pour les populations paléolithiques. Il faut savoir que Lussac-les-Châteaux est un lieu très intéressant du point de vue archéologique, puisque vous avez un front rocheux qui se trouve près du ruisseau du Petit Moulin. Alors je vais essayer encore une fois de pointer. Voilà. Bon, c'est là-bas. Et vous avez une ligne rocheuse sur à peu près plusieurs kilomètres, au plein sud, dans laquelle vous avez un système karstique, du calcaire creusé, où il y a plusieurs cavités. Et c'est pour ça que je vais vous présenter les pierres gravées de la Marche, mais il me semble que c'est très important, si on veut discuter de la portée de ces images, de bien comprendre le contexte archéologique local dans lequel le site s'insère, notamment cette dynamique de site paléolithique. Et la petite sœur ou le petit frère du site de la Marche, qui est la grotte des Fadets, qui se trouve tout à l'extrémité de la photo là-bas, qui est une petite grotte qui a fourni un matériel archéologique analogue à celui de la Marche. Donc voilà, de temps en temps, je ferai référence aux sites liés à la Marche, comme les Fadets. Et si on prend une focale un peu plus importante, si on s'éloigne un petit peu de Lussac et qu'on reste à l'est de la Vienne, eh bien vous avez le site du Roc aux Sorciers, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Lussac-les-Châteaux. On ne peut pas comprendre le site de la Marche si on n'intègre pas non plus dans la réflexion le site du Roc aux Sorciers, dont également je vais vous en parler, étant donné que les fouilleurs même de l'époque, Stéphane Wolf et Léon Péricard, ont fait ce lien avec les fouilles d'Angles-sur-Langlin et Lucien Rousseau qui en est l'inventeur. Alors bon, voici quelques vues de l'intérieur de cette grotte, semi-grotte peu profonde ou abri sous roche profond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un espace, une espèce de lentille calcaire creusée d'une vingtaine de mètres de profondeur, sur 20 mètres de large, et qui est orienté plein sud. Et vous avez un plan topographique ici mis au propre par un grand préhistorien qui a travaillé sur le site pendant des années, dont je vais beaucoup vous parler, c'est Léon Pal, bien sûr. Et vous avez le plan topographique tel que le site se présentait au moment des fouilles fin des années 30. Et vous avez donc une profondeur pas très épaisse, et puis vous avez un énorme bloc d'effondrement qui est venu en fait obstruer l'entrée paléolithique, enfin l'ouverture. Et c'est un peu l'aspect du site au moment de la découverte. Deux propriétés privées qui ont maçonné les entrées aux deux extrémités du bloc d'effondrement. Et vous avez la petite grille d'ouverture de la grotte.
Alors aujourd'hui, c'est un site monde, hein, la Marche, c'est un site extraordinaire hein, qui va bien au-delà des pierres gravées, même si effectivement c'est un témoignage artistique extraordinaire. C'est une énorme collection archéologique qui est dispatchée dans 4 musées différents. C'est ce qui rend l'étude d'ailleurs monographique parfois difficile, hein, puisque vous avez 4 entités qui conservent les collections. Le musée de l'Homme, bien sûr, le musée des Antiquités de l'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, le musée de Sainte-Croix à Poitiers et le musée de préhistoire à Lussac-les-Châteaux. Sans compter très probablement encore aujourd'hui des objets qui doivent encore rester dans quelques collections. Donc François de Brabant mène une enquête compliquée pour aller chercher les documents qui ne sont pas dans les collections des musées. Alors je vous mets la date. On est sur un horizon magdalénien moyen, dates qui ont été fournies par Louis Pradel dans les années 60-70 et qui est confirmée par les travaux plus récents. Alors, parlons un petit peu de cette histoire de la découverte, puisque moi j'adore et j'adore la raconter. Je trouve que c'est un passionnant sujet aussi. Donc, vous avez les très jolis portraits de Stefan Wolf et Léon Péricard, qui sont les inventeurs du site de la Marche, 1937. Alors, il faut savoir que dès 1935-1936, vous avez toute une communauté de Lussacois, Stefan Wolf, Léon Péricard notamment, qui ne cessent de prospecter ces fronts rocheux calcaires pour une raison très intéressante, c'est qu'en 1933, vous avez la publication de l'abri préhistorique de Douce à Angles-sur-Langlin par Lucien Rousseau, et qui est une mention intéressante puisque c'est pour les premières fois qu'on documente un site magdalénien loin de la Dordogne, hein, en région centre, donc en Poitou-Charentes, donc il doit y avoir du magdalénien ailleurs. Et vous avez Stéphane Wolf et Léon Péricard qui vont, avec d'autres, prospecter sur cette base-là. Et par les villageois, bien sûr, eh bien, Léon Péricard arrive à l'entrée de la grotte de la Marche. Et tout de suite, il découvre des vestiges archéologiques au sol. Donc tout de suite, ça va être une découverte phénoménale, puisque quand il pénètre dans la grotte, il décrit un sol charbonneux avec des nombreux vestiges archéologiques encore en place. Et il dessine, enfin, dans leur article Princeps, premier article 1940, vous avez le plan topographique de ce qu'ils vont fouiller, 3 espaces. Le premier, entre un muret maçonné à droite et un petit arc de cercle, c'est le niveau archéologique remanié, hein, parce que c'est une cave à vin à ce moment-là. Le deuxième espace de la Marche, derrière le mur un arc de cercle, du remblai et un remplissage, et tout au fond, très probablement les couches archéologiques en place. Et c'est là qu'ils vont découvrir une énorme quantité de vestiges archéologiques, dont notamment 3 foyers en place, avec les fameuses dalles, hein, parce que le site de la Marche, ce n'est pas qu'un art mobilier, c'est aussi un art sur dalle, intransportable, ce qui veut dire que la Marche est un témoignage intéressant de l'expression symbolique, puisque vous avez de l'art mobilier typique, hein, on en a vu une petite plaquette à l'entrée du musée, à l'entrée de l'exposition, mais aussi un art sur dalle, qui interroge aussi sur la place de l'image dans les communautés humaines dans un espace domestique. Alors, vous avez le document de Léon Pal, enfin de Stéphane Wolf et Léon Péricard, remis au propre et réanalysé par Nicolas Mellard dans sa thèse en 2008. Et vous avez les emplacements de certaines trouvailles au moment des fouilles, notamment de la plaquette gravée de ce profil humain légèrement bestialisé que vous avez qui vous accueille à l'entrée de l'exposition et qui a été trouvée en position non remaniée, près d'un foyer, face contre terre. Donc cette plaquette, elle a été retrouvée près du foyer en fin de vie, quoi. Enfin, elle était là, dans le sol d'occupation. Elle a vécu sa vie, elle a été mise près du foyer. Alors, là, je voulais vous parler des relations culturelles très intéressantes que Léon Péricard et Stéphane Wolf vont créer avec Lucien Rousseau, notamment dans la mise en correspondance des vestiges archéologiques qui vont comparer. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, les fouilles de la Marche fournissent le même matériel que l'abri de Douce à Angles-sur-Langlin, par des vestiges qu'on appelle emblématiques aujourd'hui, et qui sont d'ailleurs caractéristiques d'une culture du Magdalénien moyen, qu'on appelle de Lussac-Angles d'ailleurs. Donc je voulais vous montrer les 3 éléments emblématiques de cette culture matérielle, notamment les dents
gravées de chevaux, hein, c'est des dents de poulain gravées sur leur face labiale d'un triangle quadrillé. C'est extraordinaire, hein, on ne sait même pas avec quelle pointe d'outils ils ont pu travailler ce léger quadrillage qui porte encore des traces d'ocre sur ces dents, donc elles étaient possiblement peintes d'ailleurs à l'origine, et qui étaient très probablement des objets de parure, parce que certaines d'entre elles montrent encore le percement cassé sur son extrémité. Alors, ce sont des éléments analogues qui sont découverts à Angles et à La Marche, d'où la très belle photographie des trois copains, Lucien Rousseau, qui est à gauche de l'image, Stéphane Wolf, qui est à l'extrême droite, et puis vous avez Léon Péricard au milieu. Et ils ne vont cesser de correspondre. Ils ne vont cesser de partager leurs recherches pour mettre en partage leurs observations et leur analyse du site. Alors, il faut savoir que les fouilles de La Marche, il y a un autre personnage important à rappeler dans l'accompagnement de Stéphane Wolf et Léon Péricard, c'est l'abbé Breuil, hein, qui va être très présent au moment de la fouille, qui va lui-même, dès 1938-39, fouiller dans la grotte, dégager des plaquettes et participer d'ailleurs au premier relevé des dalles gravées de La Marche. Et on verra que le rôle de l'abbé Breuil va être très important par la suite, notamment quand la question de l'authenticité de La Marche sera remise en question par une partie de la communauté scientifique. Autre élément emblématique de cette collection de La Marche, ce sont ces fameuses pendeloques en ivoire de mammouth, toutes petites. Hein, Dorothy Garrod et Suzanne de Saint-Mathurin, lors des fouilles du Roc-aux-Sorciers, vont les appeler les stomach beads, exactement les mêmes trouvés dans ces deux gisements archéologiques conjoints sur ce territoire de l'Est de la Vienne. Et enfin, autre vestige archéologique d'importance pour ces communautés, et qui ont fait preuve d'énormément d'innovation technique pendant ces périodes d'occupation, c'est les pointes de Saguet. On n'a pas la hampe, mais on a la pointe de la Saguet, qui est très particulière à Lussac comme à Angles, puisque le biseau est presque aussi long, voire plus long que la pointe de la Saguet, que cette pointe est rainurée des deux côtés, et cette pointe est lanceolée, donc elle a été travaillée. Donc vraiment un travail technique sur ces pointes qui sont très, très intéressantes, caractéristiques de ces deux gisements, et qui d'ailleurs qui a donné le nom à cette culture, hein, ou ce faciès culturel qu'on appelle le magdalénien moyen à Saguet de Lussac-Angles. Donc cet ensemble, cette composante technique culturelle qui va élaborer déjà dès ces années-là un discours sur ces communautés magdaléniennes comme partageant les mêmes normes sociales, la même culture. Et je tiens à remercier la famille de Lucien Rousseau, donc son petit-fils à Lucien Rousseau, Jacques Lemonnier, qui est toujours aussi en forme aujourd'hui, et qui nous a donné un accès intéressant aux collections de son grand-père, et notamment aux courriers et aux échanges, fonds qui est en cours de dépôt au musée de l'Archéologie nationale. Hein, c'est notamment des lettres de Lucien Rousseau avec la communauté scientifique. Et là, vous avez un courrier de l'abbé Breuil qui invite Lucien Rousseau, en fait, à s'intéresser plus particulièrement aux trouvailles de La Marche, puisqu'il considère que les objets trouvés sur ces deux gisements relèvent d'un territoire humain partagé par ces communautés de l'Est de la Vienne. D'ailleurs, il dit, alors c'est un peu difficile parfois de traduire l'écriture de l'abbé Breuil, voilà, il parle le fait d'un groupe humain restreint avec des objets qui ont diffusé, en partie, mais pas vraiment, hein, puisque vous avez des objets caractéristiques qui n'ont pas vraiment diffusé de ce territoire de l'Est de la Vienne. Et puis bien sûr, autre collection emblématique du site de La Marche, c'est le lapidaire. Des centaines et des centaines de pierres, de plaquettes et de dalles collectées par Stéphane Wolf et Léon Péricard. Travail titanesque de recollement de cette collection dès les années 60 par Léon Pal, hein, que vous voyez ici à l'image, avec Marie Tassin de Saint-Péreuse au Musée de l'Homme. Et il faut souligner le rôle du Musée de l'Homme dans cet espace centralisateur de ramener toutes les collections de Châtellerault, de Poitiers et des pièces conservées à Saint-Germain-en-Laye, pour permettre à Léon Pal de faire ce travail monumental qui est encore un travail aujourd'hui maître, hein, c'est incontournable, hein, les 4 volumes monographiques de l'étude des pierres gravées de La Marche, qui vont publier sur plusieurs dizaines d'années, puisque le dernier ouvrage sort en 1989 ou 1988, je crois, après la mort de Léon Pal. Donc je vais y revenir un petit peu sur Léon Pal, hein, puisqu'il a été sous-directeur du Musée de l'Homme pendant cette période, dans les années 40. Mais voilà, je voulais vous montrer ce autre élément
élément tout à fait important de la collection de la Marche, hein, c'est cette profusion de pierres. Alors à l'époque, Léon Pal avait fait un recollement autour de 1500 pierres. Je vous mets quelques éléments factuels au niveau de ce travail qui a été réalisé et qui a permis par la suite, avec une méthode très intéressante, de faire les relevés de la Marche. Hein. C'est un enjeu fondamental, l'étude des pierres de la Marche encore aujourd'hui. Alors revenons un petit peu sur cette découverte, sur l'enquête, et pour vous dire, voilà les premiers relevés fournis par Stefan Wolf dès 1940 dans le premier article. Et d'ailleurs, il signale hein, l'emplacement des quelques pierres, notamment de la plaquette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis le deuxième article de la Marche, ça y est, on y est, c'est l'iconographie humaine. Parce qu'il faut savoir que parmi cet art graphique gravé sur ces pierres, ce qui fait vraiment le lit de la collection de la Marche, c'est les animaux. Et je vais vous en montrer aussi de ce bestiaire figuré de la Marche qui est très intéressant à plus d'un titre. Mais c'est surtout les figures humaines, qui sont une singularité du site. Alors j'ai du mal parfois avec le terme de expression très rare ou singulier, parce qu'on a plutôt tendance à ce moment-là à écarter la Marche des synthèses génériques, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire en fait du coup. Mais ce sont vraiment des communautés magdaleniennes qui ont fait ça. Et on va en discuter, mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur a pris dans un fond de l'air magdalénien qu'on arrive à saisir, de faire le pas de côté et d'aller aussi loin dans la singularité des individus dans la représentation. Donc là, je vous montre les premiers relevés de Stefan Wolf, hein, qui sont très intéressants, puisqu'il est déjà dans la difficulté de lecture de ces fameuses pierres, qui sont d'une difficulté de lecture extrême, hein, vu la superposition des gravures, mais également de l'interprétation que Stefan Wolf fait de ces supports, ce qui va créer une petite séquence qui va sortir de la Marche un petit peu des études analytiques pour rentrer dans un moment de remise en question. Pour deux raisons. La première, c'est que ces humains ne pouvaient pas être l'objet de culture magdalenienne. Ça ne correspondait pas au canon connu de ce que les populations paléolithiques faisaient de leur image. Et d'une manière schématique, on pourrait toujours y revenir, mais généralement, en magdalénien, mais aussi dans les autres périodes de la préhistoire, on a plutôt affaire à une projection du corps schématique, simplifiée, sans forcément d'expression au niveau du visage, et très souvent anonyme. À la Marche, c'est tout le contraire. Donc ça, c'est le premier élément qui va susciter l'émotion par une partie de la communauté scientifique. Autre élément, c'est les interprétations que Stefan Wolf en fait. D'ailleurs, autre courrier intéressant que je vous mets à l'image, c'est une lettre envoyée par Stefan Wolf à Lucien Rousseau pour lui dire « il se passe quelque chose à la Marche, certes mes interprétations sont à revoir, mais il faut absolument démontrer que c'est authentique ce qu'on a trouvé. Hein. » L'abbé Breuil a quand même fouillé la Marche et ça n'a pas empêché cette remise en question de l'authenticité du site par des courriers envoyés à la SPF, à la Société préhistorique française. Et puis il va y avoir une expertise du site de la Marche, hein, par des collègues qui vont témoigner par courrier des pierres, de l'authenticité des trouvailles, et que certes, il faut travailler sur l'interprétation, mais qu'il n'est pas question de remettre en question l'authenticité. Si je vous parle de cette séquence, c'est qu'elle revient comme un boomerang régulièrement, encore aujourd'hui, hein, puisqu'il y a encore des articles qui sortent pour remettre en question, et on doute l'authenticité de la Marche par les figures humaines. Hein. Bon, là, vous avez un article, je ne fais pas trop de pub dessus, mais bon, il y en a d'autres hein, qui sont sortis. Et je reçois d'ailleurs régulièrement du courrier de professeurs qui me disent vous participez à répandre de la fake science parce qu'on parle du site de la Marche. C'est quand même incroyable. Enfin bref, passons. Alors revenons à Léon Pal, autre moment très important dans l'étude du site, et là je vous montre les trois séquences, et il y aurait beaucoup à dire sur les travaux subactuels et actuels. Ici le travail de relevé, incroyable, de Léon Pal, donc je vais beaucoup m'appuyer sur son travail de déchiffrement et de relevé qui a été réalisé. Je n'ai pas résisté à vous montrer un portrait de André Chollet, qui a été pour moi, j'ai eu la chance de le rencontrer jeune étudiant, et qui m'a initié à la préhistoire poitevine, et qui est un jeune fouilleur de la Marche. Il avait 14 ans quand il fouillait avec Stefan Wolf et Léon Péricard. Et il faut savoir qu'André Chollet est un des fondateurs, avec Léon Péricard et Stefan Wolf d'ailleurs, du musée de préhistoire à Lussac-les-Châteaux. Et il a fait don au musée de quelques pierres gravées qu'il avait dans sa collection familiale. Et puis les travaux de Louis Pradel, qui est le dernier fouilleur du site de la Marche, hein, parce que Louis Pradel a fouillé
les témoins archéologiques laissés en place par Léon Péricaire et Stéphane Wolf. Il faut savoir que la relation de ces deux fouilleurs avec l'abbé Breuil est très importante parce qu'ils ne cessaient de demander des conseils. Et d'ailleurs, ils ont eux-mêmes dit on va laisser des témoins pour que d'autres puissent fouiller un jour le site de la Marche. Lui, Pradel l'a fait et il a vidé la grotte en grande partie. Et c'est lui qui donne les premières dates radiocarbone du site. Et bien sûr, les travaux des années 80 de Jean Herveau, qui est un archéologue, qui était à l'époque au service de l'archéologie du Poitou-Charentes, en Drac Poitou-Charentes, et qui a fait un travail titanesque d'abord d'étude des déblais, des fouilles Pradel. Il faut savoir que dans les déblais, Jean Herveau dégage 1500 pierres et plaquettes gravées quand même, ce qui double la collection des pierres gravées de la Marche, dont une bonne partie est conservée au musée de Sainte-Croix à Poitiers. Et il réalise la première coupe stratigraphique qui confirme les lectures synthétiques des occupations magdaleniens moyens de la Marche. Alors, la Marche n'est pas qu'un lieu de production d'art sur pierre ou sur plaquettes. C'est aussi de l'art pariétal, notamment sur le réseau Guy Martin, qui se trouve juste au-dessus de l'entrée de la grotte classique de la Marche, découvert en 1990 par Jean Herveau et le spéléoclub local. Donc vous avez ici, de manière synthétique, le relevé de Jean Herveau qui a été publié dans la monographie de l'art du Poitou-Charentes en 2001. Et vous avez le signalement en 2011 de gravures sur les parois de la grotte même de la Marche. Une expertise a eu lieu en 2015 par le Centre national de préhistoire, la DRAC du Poitou-Charentes et des experts extérieurs qui ont confirmé la présence possible et très probable de gravures anthropiques, volontaires, peut-être paléolithiques, notamment sur des reliefs naturels. Alors on ne le voit pas très bien à l'image, mais vous avez ici deux traits gravés qui partent au-dessus d'un moignon calcaire naturel. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, c'est pas grave. Pourtant, je me suis entraîné avant. Donc, à voir, hein, bien sûr. Hein, l'expertise a donné un avis positif sur la suite des travaux, mais qui n'ont pas pu avoir lieu depuis. Alors, revenons un petit peu au corpus maintenant gravé de ces pierres et de ces dalles. Hein. Rappelons que les plaquettes gravées ont été retrouvées parfois en contexte archéologique. Ça devait être un écrin en partie conservé au moment où Stéphane Wolf et Léon Péricaire entrent dans la grotte de la Marche. Il note d'ailleurs que certaines de ces dalles ont été trouvées à l'horizontale, parfois légèrement inclinées. Ça pose des questions d'ailleurs du positionnement de ces plaques, de ces dalles, ni de l'art pariétal, ni de l'art mobilier. Alors, je vais juste vous montrer quelques figures, des images des animaux sur deux entrées. La première, c'est la grande diversité de l'iconographie de la Marche, hein, qui nous montre des animaux parfois rares dans ce magdalénien, les félins. Et à droite, je vous ai mis un peu le décompte, un peu aujourd'hui stabilisé sur ces images. Et on a deux éléments importants qui sortent de l'imagerie animalière à la Marche. Des animaux en mouvement, donc il y a une expression de la vie presque interne de l'animal qui est figurée par l'animal. Vous avez ici deux oreilles du félin qui sont retravaillées. Et les détails internes, une profusion de détails internes sur les animaux. Vibrisses, caroncule lacrymale, travail extrêmement soigné des yeux. Donc, premier élément, les félins, les photos de Frédéric Delangle au-dessus. Et on continue un petit peu sur les ours, un peu moins d'ours à la Marche, mais quand même. Et toujours on retrouve ces deux éléments, mouvement, attitude et détails anatomiques internes en grande quantité. Est-ce que vous voyez l'ours sur la photo? Je vous ai mis un gros plan du museau ouvert. Et puis les relevés de Léon Pal et de Marie Tassin de Saint-Péreuse. Les rennes, il y a une cinquantaine de cervidés à la Marche identifiés, dont vous avez là les 31 images de rennes. Et on retrouve exactement la même chose, mais sur les rennes, un peu plus que pour les images précédentes, c'est que les yeux des rennes extrêmement travaillés avec grand soin. Donc on a affaire vraiment à une graveuse ou un graveur d'une dextérité vraiment très importante. Les arrondis sont travaillés, les caroncules lacrymales. Et ce qu'on retrouve sur les rennes, c'est que les yeux sont insérés dans un travail accentué des amandes ou des ronds, donc une surcharge de l'œil, parfois qui va venir rejoindre la base de l'oreille. Il y a aussi des lapins à la Marche, donc vraiment c'est un parterre du vivant qui figurait sur ces plaquettes. Petit piège, les fadets,
où on a exactement le même lapin que ceux figurés à la marche. Donc on a vraiment une communauté artistique dans ces grottes du Sacoise. Et toujours ce soin porté au travail interne des images, et toujours une volonté de rendre les animaux vivants, quoi, comme émettant des actions, peut-être même des émotions. Il y a des loups, il y en a 2 à la marche, dont celui-ci qui est une plaquette étudiée par Nicolas Mellard, qui en a fait le relevé, qui vient d'ailleurs de la collection de Jean Herveau, enfin issue des déblais des fouilles Jean Herveau. Nicolas Mellard, dans son étude, propose une attitude, là aussi très intéressante, qui permet, on pourrait discuter sur cette relation à l'image et puis des pratiques humaines, c'est que le loup a visiblement été représenté en situation de soumission à un maître. Ce qui voudrait dire d'ailleurs, ce qui poserait la question de l'interaction humain-animal, et notamment le loup, question qui est également débattue dans les grottes, puisque vous avez des sites où on a des pistes de pas de loups ou de chiens préhistoriques en relation avec des pas humains, donc qui pose la question de la relation entre les deux individus. Alors, pour maintenant passer vers la normalité, des images codifiées, parce qu'elles le sont énormément à la marche, c'est une norme très inscrite dans la représentation animalière à la marche. C'est d'une part toujours cette insertion de l'œil dans un travail sur et autour de l'œil, et les positions. Les mammouths, il y en a quelques-uns, systématiquement représentés dans 7 positions, soit superposés l'un sur les autres, soit en affrontement. Et les chevaux, magnifique. Deuxième thème figuratif de la marche, le cheval. Vous avez la plaquette ici qui est présentée dans le parcours de l'exposition, qui résume à elle seule en fait toutes les particularités de cette codification d'image. Les chevaux ont presque toujours les dents apparentes, la narine épatée et l'œil qui est magnifiquement gravé dans un triangle qui vient augmenter l'œil et qui va faire le lien avec la base de l'oreille. Et on retrouve ça de manière sérieuse sur presque tous les chevaux. Autre élément intéressant pour les chevals, c'est leurs attitudes. Très très souvent, les chevaux sont museau vers le bas, collés sur les pattes avant en mouvement. Pareil pour les bisons. Beaucoup plus rare dans le bestiaire de la marche, dans les iconographies animalières. Mais on retrouve 2 éléments intéressants. C'est la barbichette en forme d'ogive. Alors là, les bisons systématiquement figurés de cette façon. Et toujours ce travail de l'œil qui est surchargé d'un élément très codifié qui va faire le lien avec la corne. Et certains de ces bisons ont la langue tirée d'ailleurs. La queue en crosse, langue tirée, qui d'ailleurs nous permet peut-être de discuter là aussi de la projection et d'observation d'un comportement du bison à un moment très particulier de sa vie saisonnière. Maintenant, on va aborder les figures humaines. Alors, d'abord, il faut savoir que les figures humaines de la marche, si on tient compte des inventaires discutés aujourd'hui, nous emmènent à autour de 120, 130 images humaines figurées sur les supports de la marche. Alors pour préparer un peu la présentation, je me suis amusé à interroger aussi les bases de données, puisque ça fait des années que je travaille sur les figures humaines. Au-delà du fait que les humains sont le thème majeur dans l'iconographie de la marche, c'est aussi, je dirais, c'est incontournable lorsqu'on réfléchit à la manière dont les communautés magdaleniennes avaient de se penser dans l'art, puisque, je vous ai mis le pourcentage, presque 30% des humains du magdalénien moyen viennent de la marche, quoi. C'est un pôle de production de corps humains phénoménal. Si on rajoute à ça les figures humaines de l'Est de la Vienne, les fadets et le rocco-sorcier, on n'est pas loin de un peu moins de la moitié des figures humaines qui proviennent du magdalénien moyen dans le sud-ouest en Europe. Alors il y a un peu de tout à la marche, donc je me suis dit tiens, je vais vous proposer une lecture à deux sujets. On va discuter sur 2 axes, il me semble. Le premier, il me semble qu'on a affaire à des corps socialisés. C'est-à-dire que par le prisme de ces individus représentés, ils nous parlent un petit peu de la singularité humaine, mais aussi du corps dans son entier. Parce qu'à la marche, vous avez des jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées, des femmes et des hommes. Donc on a vraiment une photographie de la composante sociale du collectif. Ici, vous avez quelques plaquettes qui présentent des jeunes, des enfants, des tout petits,
lui, très très joli. On voit vraiment le visage gravé avec un soin très très particulier au dessin de la figure. On voit ses petites mèches, il lève un peu les bras et il est représenté pas loin d'un probable vulve. C'est possible qu'il y ait un triangle pubien ici, mais bon, ça reste à discuter. Collection pierre qui a été ressortie au moment de l'exposition des pierres de la marche à Lussac. On a un visage d'adolescent. Et puis, si on fait le tour de ce prisme du corps socialisé, les personnes plus trop adolescentes, en tout cas, travailler avec des détails anatomiques comme la barbe, le crâne dégarni, une des rares plaquettes de la marche, avec celle que vous avez à l'entrée de l'exposition, qui n'est pas surchargée de gravures. Il y en existe quelques-unes quand même, sont rares. Et ici, vous avez une plaquette qui est conservée au musée de l'Archéologie nationale, du fameux Villard de profil de la marche. Et je vous ai présenté deux approches de relevé, puisque le relevé est toujours une question aussi d'analyse et d'interprétation des traits. Relevé que nous avions fait à l'occasion de la rénovation du musée de Lussac-les-Châteaux, parce qu'on a envie de voir quelle stabilité de l'image et comment travailler sur la donnée de la marche qui est peu difficile à saisir. Alors, décor socialisé dans cette belle plaquette qui conserve au Musée de l'Homme, où là, pour le coup, on a de manière imbriquée ou juxtaposée, superposée, le corps d'une femme qui porte les bras vers l'avant. On voit sa petite tête qui dépasse au-dessus de la tête d'un autre personnage qui est très probablement un jeune enfant, voire peut-être même un bébé, avec son crâne très, très déformé qui est gravé. Et on voit peut-être sur certains relevés, et c'est l'analyse de Léon Pal, peut-être le cordon ombilical encore sortir du ventre. Alors sur cette idée de corps socialisé, c'est-à-dire qu'ils investissent l'image de leur corps pour exprimer des singularités humaines, c'est qu'on a affaire à des personnages habillés. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'ils vont présenter sur les images des humains la panoplie de ce qui faisait leur culture, parfois peut-être la mode de ces populations, bracelets, ceintures, bonnets, et ainsi de suite. Alors, je vous montre là, pour le coup, les photos, parce que bon, peut-être ça va marcher. À la droite, vous avez un corps de femme avec le bracelet sur le poignet. Ce sont ces traits horizontaux gravés aux extrémités des bras. Et ici, je vous ai mis carrément le gros plan de cette plaquette avec le bras redressé vers le haut face au visage. Ça ne... bon, c'est pas grave. Ah, peut-être avec ça. Ah, bah super, voilà. Vous avez les bracelets gravés sur les poignets du personnage qui lève les bras. Ici, vous avez son visage avec le nez et un bonnet. La ligne arquée qui vient comme ça couper les cheveux qui sont dessinés en dessous. Et pour continuer sur cette proposition de projection sociale dans la figure humaine, c'est-à-dire la revendication presque des individus dans l'image, c'est qu'on a des expressions. Alors ça, c'est très intéressant, puisque on a l'apparition dans ce magdalénien moyen de l'Est de la Vienne, conjointement à la marche et au Roc Sorcier, des êtres souriants, des êtres qui lèvent les bras, qui sont en relation les uns avec les autres. Et ça peut paraître anecdotique, mais on n'a pas d'individus humains souriants avant le magdalénien. Mais ça apparaît à la marche. Qu'est-ce qui a fait que ces communautés-là ont investi leur corps par une image très détailliste? On parle parfois de réalisme, mais c'est à discuter. Cette notion de réalisme est très, très, très difficile à cerner, en tout cas une espèce de vérisme dans l'image, mais qu'en plus on a des expressions singulières qui permettent peut-être de dire que ces humains expriment également des émotions, en tout cas un point de vue sur le monde, notamment par le sourire. Donc ça, c'est la très très belle plaquette qui est conservée au musée de l'Archéologie nationale, avec un individu souriant qui porte un bonnet et qui nous permet d'ailleurs d'avoir deux lectures entre la notion de portrait, qu'on pourrait discuter en détail, mais qui nous amène aussi à la notion de caricature qui lui est propre, qui lui est liée également. C'est-à-dire que là, vous avez des représentations d'individus, peut-être dans leur instantané de leur caractère, probablement, les nez un peu en pointe, le sourire hilar, et ainsi de suite. Et pour terminer, sur cette proposition de corps socialisé, je reviens un petit peu sur la plaquette, la fameuse plaquette de la marche.
qui est effectivement l'une des rares plaquettes parmi tout le corpus qui nous emmène vers un autre sujet posé par les humains, c'est-à-dire l'intégration dans la forme de l'humain de quelque chose qui n'est pas humain, en tout cas qui n'est pas vraiment humain, qui montre la porosité et d'ailleurs les frontières iconographiques dans les représentations, et ce sont les fameux mixtes, humains-animaux, les êtres composites. Alors il faut savoir que dans ce foyer d'innovation graphique de quantité de figures humaines, eh bien, il existe 3 humains qui nous emmènent vers ce monde de la porosité humain-animal. Toutes les autres figures nous ramènent au référent humain directement par la caricature ou par le portrait. Cette plaquette nous emmène vers un monde qui n'est plus tout à fait humain, prognate au niveau de sa face, et puis qui évoque très probablement le félin, puisqu'on a pas mal de félins qui ont à peu près cette même attitude du visage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ces communautés magdaléniennes moyens qui n'ont pas été très, je dirais, aptes ou pas très réceptives en fait, à ce fond imaginaire magdalénien qui met bien en avant des humains animaux, qu'on retrouve en Dordogne, qu'on retrouve dans les Pyrénées, mais qui ne prend pas dans l'est de la Vienne. Et qu'est-ce qui fait que ces silhouettes très détaillées et très véristes, qui sont vraiment le propre de ce magdalénien moyen de l'est de la Vienne, ça ne prend pas vraiment sur les autres communautés magdaléniennes qui ont pourtant aussi représenté leur image. Alors, elle est intéressante, cette plaquette, parce que Léon Pal le note, et puis ça a été discuté, c'est que le visage de ce profil humain-animal a été surchargé de traits assurés sur sa joue, qui n'ont pas la même qualité que les quelques traits qui sont en dessous. Donc c'est vraiment un ajout volontaire sur la joue de la figure, qui nous remène pour le coup à l'idée de corps socialisé, puisque ça pourrait probablement être l'indice de tatouage ou de marque corporelle sur le corps. Et ça, c'est un sujet vraiment culturel sur le corps, parce que le corps devient réceptacle des expressions sociales et culturelles des groupes et des individus, qui les singularisent. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, allons faire un tour au Roc aux Sorciers, site, on est vraiment, faut vraiment les intégrer ensemble. Belle série de figures humaines également au Roc aux Sorciers. Vous avez ici la sculpture presque taille réelle d'un profil humain peint, sculpté et gravé. Et ce qui est intéressant, je ne veux pas trop m'étonner sur cette image, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la joue de ces personnages, il y a aussi un travail de arrondi, de gravure hachurée qui a été fait sur la joue de l'individu. Alors, évidemment, on a beaucoup signalé les figures humaines de la marche comme étant l'indice de portrait. Bon, si vous allez lire un petit peu ce qui se dit du portrait dans l'histoire de l'art, je vous renvoie à pas mal d'ouvrages, on pourra en discuter, notamment l'ouvrage de Hans Belting, Histoire du visage, qui fait vraiment remonter le portrait, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, à la Renaissance en Europe occidentale. C'est un moment particulier de l'art. Eh bien, que faire en fait de ces images à la marche? Là, vous avez un autre exemplaire de cette idée de marquer la singularité des individus. Mais je vous l'ai montré parce que, contrairement aux animaux, à la marche, mais aussi c'est le cas ailleurs, la figure humaine est la seule image capable de passer de la face au profil sans problème. Voilà, alors là, ils sont libres, face, profil, pas de problème, alors que les animaux rentrent plus dans un canon de profil systématique. On a très peu d'animaux figurés de face. Eh bien, à la marche, on en a des faces, et des faces toujours aussi moi je trouve assez étonnantes, et toujours le travail de déchiffrement. Vous voyez la qualité de la plaquette ici, le déchiffrement très très complexe de ces gravures, le relevé de Jean Hervaux, et un relevé qu'on a pu faire à l'occasion de la rénovation du musée. C'est vraiment un travail complexe que de déchiffrer les plaquettes gravées de la marche. La place des femmes aussi dans cette approche du corps socialisé, puisque majoritairement les figures humaines de la marche sont des corps de femmes, ce qui est une particularité quand même, parce que si on prend en compte les humains dans ce monde magdalénien, il faut savoir que la plupart des humains représentés sont asexués. On a des êtres anonymes, avec très peu de caractère du genre ou du sexe. Bien sûr, quand on a des êtres sexués, c'est surtout la femme plutôt que l'homme, mais c'est surtout un fond anonyme, schématique et non sexué. À la marche, on a presque majoritairement des femmes. Donc là aussi, corps social, elles sont habillées, elles sont porteuses de bandeaux, de ceintures, de chapeaux, mais elles sont également inférées dans des
cadre normatif iconographique très intéressant, puisque systématiquement, les femmes dans la gravure sont représentées assises en position bras levés et tête vers le haut. Les seins proéminents et le ventre très rond. Alors, pour revenir sur cette surface surchargée de gravure, on s'est longtemps demandé pourquoi, comment, puis les archéologues des années 30, 40, enfin, Stéphane Le Foll et Léon Péricard étaient très marqués par cette profusion de gravure. Là, je renvoie aux travaux de Nicolas Mellard, qui a pu étudier une belle série de pierres gravées au musée Sainte-Croix et au musée de Dôme, et on a des pierres gravées de la marche qui ont encore des traces d'ocre sur la surface, qui n'a pas disparu de la surface de la plaquette, et notamment certaines pierres gravées qui montrent 3 temps qui sont très intéressants. Une phase de gravure surchargée de peinture et par-dessus des gravures qui viennent sur la surface secrète. Ce qui pourrait d'ailleurs peut-être donner l'indice d'ardoise, et que l'ocre, en quantité présente comme à la marche, pourrait intervenir dans les phases de réalisation avec un moment de représentation. On efface le tout par de l'ocre ou par du noir de fumée presque aussi, et puis on réinvestit la plaquette ou la dalle pour la regraver à nouveau. Au final, ça disparaît et on n'a plus que la superposition de ces dalles qui nous met devant une enquête très, très difficile sur la lecture de ces plaquettes. Alors il faut savoir que les pierres de la marche ont une vie intrasite et sont allées chercher ailleurs que la marche parce que le calcaire de la marche est très très dur. Donc ils amènent des dalles dans la grotte lourdes, ils les travaillent, ils les brisent, ils les redécorent, ils les rebrisent, ils les jettent dans le feu de foyer, ils les récupèrent. C'est vraiment un cycle de la vie du support très très complexe à la marche. Alors maintenant, si on veut, parce que moi, cette présentation, je voulais vraiment la porter vers cette proposition, c'est-à-dire si on veut comprendre qu'est-ce qui a pu bien se passer dans cette période, dans ce territoire, pour que cette image si radicale émerge dans la représentation, je trouve que c'est très important de prendre en compte le contexte archéologique territorial de ce Magdalena moyen de l'Ésavienne. Je reviens sur les analogies entre le roc sorcier et la marche avec les objets, mais vous avez là aussi des analogies très fortes au niveau de l'art, puisque d'un côté, je vous ai remis la marche à droite, et à gauche, pour vous, je vous mets l'art du roc sorcier. C'est presque la même chose, c'est analogue au niveau de la gestuelle des animaux. Les chevaux à angle ont le même travail interne que la marche. Les dents apparents, les yeux insérés dans un triangle qui fait le lien avec la base de l'oreille, la narine épatée, les chevaux proches des pattes avant. Pareil pour les bisons, même composition très normée. Et des humains. Le thème humain dans l'art du roc sorcier est très présent aussi, et aussi très présent dans ce côté très détaillé de la représentation. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer là pour que ça puisse prendre comme ça ? Je ne sais pas. Mais si on change de focale, et tout à l'heure on va aussi parler d'ethnoarchéologie, de méthode, si on change de focale, et si on va voir un peu plus loin, peut-être qu'on aura des pistes de discussion sur la notion d'identité d'altérité. Moi, ça m'a beaucoup intéressé à un moment donné, puisque on a bien des communautés magdaléniennes qui interagissent avec leur environnement, qui sont en relation avec le vivant, avec les uns et les autres. Et puis, si on va voir un peu ce qui se passe un peu plus loin, un site que Patrick Paillet et Éric Robert connaissent très bien, le site de la Garenne, à Saint-Marcel, dans l'Indre, vaste réseau de sites très intéressants, étudié par Jacques Alain dans les années 60-70, et qui a fourni, là aussi, un témoignage d'un Magdalénien moyen très particulier. Probablement, on est possiblement sur les mêmes séquences chronologiques, des populations qui exploitent le territoire, qui vont aller chercher les matières premières, qui vont abattre le renne. Donc on a le fond de l'air est à peu près le même. Eh bien, 3 éléments qui intègrent la panoplie de ces Magdaléniens moyens de la Garenne, c'est la fameuse pièce que vous voyez en ivoire, là, en bois de cervidé, pardon. Ce sont des navettes, des objets à double biseau, très probablement fonctionnels, puisque la langue est souvent brisée. Ces navettes, on les trouve en quantité à la Garenne et ailleurs, sur des sites magdaléniens analogues, absolument pas dans les sites à l'est de la Vienne, donc on n'a pas d'interaction, tout comme on n'a pas de saguette du Sac-Angle
sur le site de la Garenne. Autre élément intéressant, c'est les bâtons percés de la Garenne avec un petit décor en forme de phallus, objet qui n'existe pas dans les sites du Lusac-Angle. Et puis enfin, les figures humaines. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une belle série de figures humaines à la Garenne avec un choix radicalement opposé ou différent. C'est-à-dire uniquement de face, sérié de manière très anonyme, avec percement des cupules, lignes verticales et chevrons à la base. Et on a une série comme ça qui va s'épurer jusqu'à juste parfois avoir que les deux cupules et le trait médian. Donc, l'hypothèse peut-être qu'on peut discuter, c'est qu'il y a des éléments de la culture de ces sociétés qui ont pu jouer peut-être un rôle de différenciation. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai parlé d'identité, signe d'altérité. Parce que si on modélise un petit peu les circulations de réseaux et les dynamiques sociales, eh bien peut-être qu'il y a des composantes de la vie quotidienne de ces individus qui vont s'ériger comme éléments distinctifs. C'est peut-être ça qui a pu être l'élément stimulant pour ces communautés d'être dans l'innovation technique, dans la production d'éléments qui sont propres à cette culture, et notamment les figures humaines comme signal fort de leur identité en fonction des autres. Alors, j'aime beaucoup ce tableau à droite, puisque vous avez la fameuse dialectique du portrait. Moi, je la trouve géniale, cette image. C'est-à-dire que vous avez dans cet art, en Occident, en Europe, la question du soi et de la singularité humaine dans un monde. Là, je vous renvoie aux écrits de l'anthropologie sociale et de Descola sur un monde naturaliste qui va penser la subjectivité humaine comme point dominant du vivant. Et les artistes, les peintres flamands comme Robert Campin et d'autres, vraiment s'investissent du sujet. Vous connaissez très probablement les portraits de Dürer aussi. Là, c'est vraiment le moi extraordinaire. Et là, vous avez la réflexion, la dialectique intéressante de la notion de portrait, c'est-à-dire le moi tel que je peux m'imaginer, c'est-à-dire le peintre de dos, qui se regarde dans un miroir, l'image que le miroir lui renvoie, et la façon dont il a eu de se représenter dans ce jeu de l'observation. On n'a pas le temps. Eh bien, il me semble qu'à la marche, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à la marche, où il y a l'apparition de la figure humaine très singulière, revendicative, qui permet peut-être de dire l'individu est là. Il n'y a pas d'inférence animale dans l'image, c'est vraiment le référent humain qui est présent dans l'art, pas d'interaction, pas d'être composite, pas d'inférence animalière. Donc voilà, qu'est-ce qui a pu se passer auprès de ces communautés humaines pour qu'on ait cette quantité d'images humaines de cette façon de représenter ? Eh bien, peut-être que c'est dans le rapport à l'autre que ça émerge, ou en tout cas cette relation, peut-être parfois ces rapports de force entre groupes, dans des zones frontières et de passage. Tout à l'heure, je vous ai parlé du seuil du Poitou. Je vous montre quelques éléments factuels du magdalénien, où la mouvance des figures humaines sur des sites un petit peu aux horizons magdaléniens, on voit bien que la figure humaine de type la marche réaliste ne s'est pas vraiment diffusée, sauf sur quelques sites qui s'égrènent jusque dans les Pyrénées à cette époque. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand il y a des figures humaines un peu similaires à la marche, eh bien, il y a des pointes de saké du Sac-Angle qui apparaissent. Je pense à Marsoulas, par exemple. Il y a des figures humaines assez intéressantes dans l'Ariège des Pyrénées, mais il y a aussi de la saké du Sac-Angle. Et puis ici, alors je me suis amusé à vous présenter le suivi sismique sur plusieurs paramètres, parce qu'il me semble que, on parle de signes diacritiques dans l'anthropologie. Moi, j'aime bien ce terme, c'est-à-dire des éléments qui font partie de la vie de ces populations, mais certains de ces éléments vont avoir une espèce de réception très intéressante par rapport à l'autre et qui vont s'exagérer dans leur représentation, dans leur expression. Et peut-être que c'est comme ça qu'il faut voir les figures humaines de la marche, comme étant un signe diacritique d'expression sociale, comme une espèce d'avatar qui va vraiment représenter l'identité d'un groupe avec des normes partagées en fonction des autres, qu'ils soient humains ou animaux. Et pour terminer, je ne résiste pas un petit peu à revenir sur la question du relevé, qui est un enjeu méthodologique et technique à la marche colossal encore aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit dessin pour vous montrer que l'archéologie préhistorique est toujours en relation avec son temps et que les archéologues sont des espèces de MacGyver qui vont systématiquement utiliser des outils
de leur époque pour les ramener dans l'archéologie, les déformer, se les réapproprier et permettre de gagner en précision, en support d'observation pour pouvoir étudier les surfaces. L'archéologie, c'est un réemploi de techniques et d'innovations formidables. Évidemment, le relevé est une question de technique, ce dont on dispose à un moment donné pour pouvoir aller dans l'observation, mais une question de méthode aussi. Et vous avez ici l'enjeu, vous voyez, un relevé final de Léon Pal et de Marie-Hyacinthe Saint-Péreuse. C'est incroyable le travail qui a pu être fait. Et on est toujours là aujourd'hui aussi. Comment on va faire pour documenter des surfaces aussi complexes? Léon Pal avait innové énormément au cours de sa vie pour les relever, avec des empreintes, des appareils, des chambres photographiques, des agrandissements. Léon Pal est un initiateur d'innovation technique pour les relever. Toujours aujourd'hui, le site de la Marche est toujours un enjeu d'innovation. Vous voyez un support gravé de la Marche et quelques travaux récents sur la lecture et le déchiffrement. Parce que les appareillages optiques permettent d'avoir une lecture plus propre, mais le déchiffrement est toujours un déchiffrement humain. À moins de demander un jour à Chat GPT GTP ou l'IA, on n'y est pas encore, c'est toujours le regard humain. L'archéologue est toujours là pour faire l'analyse de ces documents avec des outils. Effectivement, on a des outils qui nous permettent d'aller loin dans l'observation. Donc le travail de Nicolas Mellard sur l'analyse microtopographique des surfaces, donc on est vraiment dans le micron, quoi. Et les travaux du Centre international de préhistoire qui ont vocation à faire dialoguer les relevés avec les objets en relief, pour avoir une archive en continu de ces surfaces. Alors, le site de la Marche a toujours été un site d'innovation, un foyer d'innovation. Pour preuve, un très bel article de Guy Gaudron, 1942, au moment des fouilles de la Marche. Guy Gaudron est secrétaire général de la Société préhistorique française. Il est également inspecteur des musées, il fait partie de la culture aussi. Et Guy Gaudron, tellement impressionné par ce qui sort des fouilles de Stéphane Le Woff et Léon Péricard, il va se dire qu'il doit y avoir un moyen d'aider à la lecture de la Marche. Et il va développer une méthode où il dit qu'il faut placer un appareil photo stable au-dessus de la dalle, il faut placer des éclairages, plusieurs circulaires, autour de la surface, parce qu'il n'y a que les éclairages rasants qui permettent de documenter ces fameuses gravures, et qu'il faudrait prendre, il le dit dans son article, il faudrait prendre des clichés, un par éclairage, pour compiler ensuite les éclairages et permettre à l'archéologue d'avoir quelque chose 360 au niveau des surfaces gravées, éclairées par ces éclairages rasants. Je trouve ça génial. En 1941, la fin de l'article de Guy Gaudron est un peu, moi je trouvais émouvant parce qu'il dit ne pas pouvoir aller dans le test, étant donné le contexte de la France de l'époque. Il y a eu pillage, il a perdu son matériel, il ne peut pas travailler comme il le souhaitait. Et donc il termine son article en disant j'espère qu'un jour d'autres se saisiront du sujet pour tester cette méthode. Eh bien, écoutez, cher Guy Gaudron, oui, c'est fait depuis les années 2010 avec la fameuse méthode du RTI, qui est souvent présentée comme un outil très innovant. Eh bien, ça a été déjà pensé dans les années 40 par Guy Gaudron. Donc l'RTI, c'est un appareil photo, un dôme de lumière et puis une série de clichés qui permettent effectivement d'aller loin dans la lecture des surfaces. C'est utilisé pour l'épigraphie, pour plein de sites d'art rupestre. Et on a essayé, on a continué dans cette idée d'éclairage rasant multicouche qui avait été proposée par Guy Gaudron. Et puis, depuis aussi, mais parfois on oublie un petit peu ce qui s'est fait avant. Et le travail de nos collègues CNRS en Bretagne sur le mégalithisme utilisé par Serge Cassin et Valentin Grimaud, qui ont développé une méthode un peu analogue, c'est-à-dire prendre 4, 5, 6 clichés aux éclairages d'orientation sagittale et de garder chaque cliché séparé et de les relever séparément. C'est ce qu'on a voulu faire en méthode collaborative, c'est-à-dire qu'on est 4, 5 opérateurs, 6 opérateurs, chacun va relever une incidence d'éclairage et ensuite on superpose cette cartographie et on a là quelque chose de très intéressant qui donne une carte des écarts des lectures de chaque releveur et ça donne une discussion collaborative sur pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as retenu et pourquoi moi j'ai pris ça et pas toi. Pourquoi un trait gravé n'est visible qu'un seul éclairage et d'autres à tous les éclairages. Donc ça donne même un indice
au relevé qui a été fait, c'est-à-dire une note de 10 pour tel trait ou 1 pour un autre trait. Et on superpose cette cartographie et ça nous donne une carte des écarts même sur le relevé. C'est-à-dire que le relevé n'est plus seulement l'œuvre d'une personne qui a beaucoup travaillé et qui propose une lecture interprétative avec un seul point de vue, mais plutôt une pluralité de points de vue qui viennent discuter sur une même surface. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, bravo. Je voulais vous poser la question de l'intelligence artificielle. Je pense que vous y avez déjà pensé, vous n'avez pas besoin de moi, parce que on voit bien en médecine que c'est beaucoup plus efficace que l'humain. Donc devant ces milliers de traits sur lesquels moi je vois strictement rien, enfin bon, je pense que je suis pas le seul, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous développer quelque chose d'un peu plus scientifique, un peu plus efficace, je ne sais pas. Possiblement, mais je pense que pour le moment, on n'en a pas besoin, parce qu'il y a suffisamment de méthodologies d'imagerie qui permettent d'avoir une lecture multicouche et à très haute résolution. Donc à nous, archéologues, de mettre en place des méthodologies adaptées à ces nouvelles technologies, parce que le problème de la nouvelle technologie, c'est que souvent, il n'y a pas la méthode qui va avec. Ou en tout cas, on ne se pose pas les bonnes questions toujours sur le sujet dont on doit travailler. Ça serait ma première réponse. Avant d'aller, qu'est-ce qu'on va demander à l'IA dans le cadre des surfaces de la marche? Donc on a, je pense, beaucoup à faire avant, même si ça va, je pense, aller vite. Mais l'IA, bon, pourquoi pas, j'en discutais avec un collègue archéologue, on aurait des sujets scientifiques à poser à l'IA. Peut-être pas forcément tout de suite dans le déchiffrement des gravures, mais au moins dans... Bon, l'IA, par exemple, on a des idées de fonds stylistiques ou de grottes territoriales par tel type de trait stylistique. Pourquoi pas, si l'IA est capable d'apprendre de tout ce fond documentaire du politique, de nous dire, oui, effectivement, ça existe et c'est stable, ou en fait c'est tout le bazar, on aurait peut-être des questions scientifiques à élaborer avec ces nouvelles technologies. Pour le déchiffrement des gravures, il y a des tests d'imagerie qui donnent de bons résultats, mais derrière, eh bien, il y a quand même le choix des archéologues qui va venir inférer dans le résultat. Par contre, il y a eu des travaux sur le deep learning ou sur l'intelligence artificielle, sur le remontage des pierres de sites ornés qui sont effondrés. Il y a des travaux qui ont été faits sur les monuments syriens au moment de la guerre, qui ont donné de bons résultats sur le recollement, et je ne vous parle pas de Notre-Dame, avec les ogives qui ont été recompositionnées grâce à l'IA, qui a permis de permettre aux archéologues de faire le remontage. Des sites préhistoriques ont également bénéficié de travaux de cette manière, d'effondrement de plafonds ornés. Alors c'est encore balbutiant, il y a encore des frontières, parce que c'est aux archéologues, je pense, d'aller chercher ces techniques pour les problématiser de manière scientifique. Sinon, on peut se retrouver avec des éléments très disparates. Oui, combien de temps le site a-t-il été occupé et à quelle époque précisément? Et deuxième question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, ou peu, de dessins nets, comme si beaucoup de traits parasites avaient été surajoutés au dessin initial, fait par d'autres personnes que l'artiste Princeps, alors que dans d'autres sites, on voit un dessin qui est clair. Il y a un seul artiste, une seule figuration qui est nette, qui apparaît. Là, il y a beaucoup de traits parasites. D'où ça vient? Alors, pour la première question, on a à la marche un horizon un peu stable du Magdalena moyen sur à peu près un millénaire. Le socle rocheux est investi par des communautés humaines et vous avez une phase d'abandon d'ailleurs qui est générique à l'est de la Vienne, puisque le Rocco-Sorcier, c'est à peu près le même moment d'abandon, autour de 13 000. Donc on a plusieurs générations de personnes qui sont installées dans ces grottes. On ne sait pas d'où elles viennent. La paléoethnogénèse des populations, c'est encore un sujet compliqué. Enfin, ils arrivent, ces communautés s'installent. Peut-être qu'ils ont nettoyé des sites parce qu'on n'a presque pas de niveau ancien. Vont séjourner, vont produire tous les éléments que je vous ai montrés dans un contexte culturel qui me semble très important à tenir en compte. Et puis il va y avoir la phase gravure. La phase gravure qui intervient
avec un cycle de la donnée, de la pierre, qui va être ramassé, ramené, décoré. Et puis ensuite, ça va être effacé, probablement, recouvert, brisé, alors un temps, et puis ça va être repris. C'est très compliqué d'estimer le nombre de mains qui ont pu travailler à la marche. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Je pourrais vous donner les bibliographies si vous le souhaitez après. C'est pas encore très probant parce que c'est compliqué de faire l'analyse des antériorités, postériorités, des reprises de traits. Ce qui est sûr, c'est que les figures humaines sont souvent faites avec plusieurs traits qui viennent suivre le trait précédent. Les courbures de crâne, par exemple, ou l'insertion du cou avec la nuque. C'est comme si le trait ancien, même s'il est effacé, va venir un peu happer le trait qui va venir par-dessus. Donc il va se jucher dans le fond du trait presque, même s'il y a 50 ans d'écart entre les deux surfaces. Et on va refaire l'image. Mais le pourquoi, eh bien peut-être parce que peut-être que les images ont un temps de vie et que c'est repris, puis la plaquette elle va être réemployée, puis en fait on va la récupérer. Il faut savoir que ces superpositions de traits, alors c'est vrai que la marche ça atteint un niveau très, très important, mais ce n'est pas le seul site où on a ce phénomène de superposition. Même en grotte, la grotte des Trois Frères par exemple, en Ariège, les surfaces sont totalement surchargées de gravures. Ça pose peut-être la question du geste, peut-être que l'important c'est de faire à un moment donné, et puis on a marqué son témoignage, et puis d'autres passent derrière et vont refaire, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous, ça nous impressionne parce qu'on a in fine la surface surchargée de traits, qui est un enjeu méthodologique et technique. Mais si on les place dans leur temporalité, et cette hypothèse de l'ocre comme élément d'ardoise, du coup l'image elle peut être lisible pendant un certain temps, et puis réeffacée, puis rendue lisible par une nouvelle surface d'ocre. Et on a des contrastes très intéressants. Les expérimentations qui ont été faites sont... Et puis même on fait ça avec les enfants, quoi. On met de l'ocre sur une surface, on grave par-dessus, le trait est blanc, on voit très bien. C'est la première fois que je vois des figures humaines aussi anciennes qui sont aussi réalistes, aussi variées, qui sont aussi variées, aussi réalistes, qui sont de véritables portraits. Est-ce que on en a trouvé dans d'autres sites que la Marche, ou bien est-ce que c'est le travail particulier fait à la Marche qui a permis de les trouver? Enfin, est-ce que c'est unique ou est-ce qu'on en connaît déjà ailleurs? Merci de cette question. Vaste sujet. Alors, il faut savoir que les images de la marche telles que je vous ai montrées, avec cet éventail de détails, enfin, moi, la particularité des images de la marche, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sites du Lussacois, à l'est de la Vienne, au Fadé, la grotte voisine, et au Roc aux Sorciers. Là-dessus, on a les mêmes images. Bon, sorti de ce territoire, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on rejoint le discours générique sur les figures humaines. Et quand on va en Dordogne, dans les Pyrénées ou ailleurs, dans l'Aveyron, dans le Lot, dans l'art mobilier, dans l'art pariétal, l'humain est présent, de manière même parfois continue, un ou deux, toujours là un peu. Mais c'est vrai que rien ne supporte la comparaison avec la marche. Donc le Magdalena moyen de la marche met en avant une forme de l'image humaine très particulière qui a, pour ainsi dire, presque pas diffusé. Après, il y a des exceptions très intéressantes, mais qu'il faut aussi lier, je pense, à une lecture culturelle. Si vous allez, par exemple, en Dordogne, dans la grotte des Combarelles, il y a plus de 60 figures humaines de figurées sur la paroi, autre site qui devient une espèce d'unicum. Eh bien, certaines de ces images peuvent faire écho à ce qu'a la marche. Alors, comment ça a diffusé? Est-ce qu'il y a eu des emprunts? Est-ce que, tiens, c'est pas mal, ça nous parle? Ou pas? Et ainsi de suite. Et si vous écrénez la comparaison, on a de temps en temps une figure humaine qui nous évoque la marche. Je parlais de Marsoulas, en Ariège. On est loin du Poitou-Charentes, on est dans les Pyrénées, là. Eh bien, dans la grotte de Marsoulas, il y a quelques figures humaines, une ou deux. Ouais, enfin, ça rappelle un peu la marche. On n'est pas encore. Et ça pose la question des standards. C'est à partir de quel moment on considère qu'un standard graphique diffuse ou pas. Est-ce qu'on accepte des simplifications? Oui, alors à ce moment-là, il y en a un petit peu, mais si on reste strict sur la marche, eh bien à ce moment-là, non. Mais dans le temps du paléolithique supérieur,
Il y a eu d'autres moments où la figure humaine a un petit peu émergé. Alors, pas dans la quantité de la marche et d'angle à l'époque magdalénien, mais si vous allez du côté du Gravétien à Dolní Věstonice en République tchèque, donc on est à peu près 10 000 ans avant la marche, et bien sur les terres cuites de l'art mobilier de Dolny, il y a l'apparition d'une certaine forme de figure humaine. Pareil, coiffure, bracelet, il n'y a pas le visage vraiment, ça c'est vraiment une spécificité de la marche. Donc épisodiquement et ponctuellement, au cours du Baroque récent, pour des raisons qui restent encore à discuter dans leur contexte, il y a une espèce d'émergence de la figure humaine de cette façon, mais la marche et angle, c'est vraiment la particularité, quoi. Et on ne retrouvera plus ces types d'images après. Il y a d'autres sites, je pense au site de Hanval dans le Puy-de-Dôme, qui est un peu plus récent, où il y a un rappel un petit peu de ce qu'est la marche avec les figures humaines. Mais c'est vrai que voilà, en dehors de la marche, on tombe dans d'autres univers. La porosité humain-animal, par exemple, avec les humains bestialisés. Le schématisme, avec les figures féminines schématiques de profil qu'on a en Magdalena récent. Enfin, il y a ainsi de suite. Donc l'humain est versé dans des courants iconographiques et graphiques, mais le courant de la marche et d'angle, c'est pour le coup un courant assez... Ce qui pose la question de qu'est-ce qui a pu se passer près de ces communautés pour qu'ils aillent dans ce terrain-là, quoi. Qui impressionne, parce que quand on parle de portrait, il y a plein de travaux et vous pourrez aller sur cette documentation-là. Moi, j'ai fait une communication. J'ai pris des risques un peu parce que je suis allé communiquer ça auprès d'un colloque du CTHS avec des historiens de l'art. Je leur ai parlé de portrait, ils m'ont lancé des cailloux, quoi. Enfin, ça a été une discussion après intéressante. Mais c'est quoi la définition de portrait? Enfin, voilà, les portraits du Fayoum sont-ils des portraits, puisque c'était vu que par personne, puisque c'était dans les sépultures. Donc le rapport à la mort, le rapport à la mémoire, à l'autre, aux particularités des uns, et ben tout ça, à la marche, on y est, quoi. C'est pas des images qui sont destinées à pas être vues au final. Elles sont faites pour être vues en grande partie quand même si elles sont au final noyées dans des traits gravés, mais elles étaient rendues lisibles à un moment donné. Bonjour, dans la ligne droite de votre analyse actuelle, je me demande si finalement ce caractère assez unique de la représentation de visages humains à la marche et sur les sites que vous avez montrés n'est pas peut-être le révélateur peut-être de tabou de cette période-là, à savoir que s'ils avaient vraiment voulu représenter des visages humains en version comme nous, néolithique, récents, représentant l'humain, c'est-à-dire partout, Ah oui. ils l'auraient fait en grand, en veux-tu, en voilà, de la gravure telle qu'ils ont représenté la Vénus à la licorne, c'est-à-dire quelque chose de vraiment qui saute aux yeux. Si c'est pas justement le révélateur peut-être d'une forme de tabou et finalement d'une forme de sacralité et de particularité, en tout cas du geste qu'ils faisaient dont ils avaient déjà conscience. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là juste en train de dessiner un coup un cheval, un coup un humain, mais qu'ils ont conscience que le geste qu'ils font est très particulier et peut-être empli aussi de sacré et aussi peut-être de tabou. Et peut-être aussi le dépassement d'un tabou, peut-être via le fait que ces visages soient recouverts d'autres gravures et peut-être aussi de gravures animales, etc. Il y a aussi la possibilité pour celui qui l'a fait de transmettre à sa descendance, à savoir que, regarde, là j'ai représenté un humain, là j'ai représenté papy, tout ça, et je l'ai recouvert d'autres graves. Ah ben tiens, là il y a un renne, là il y a etc. Toi tu seras au courant, mais pas les autres, à savoir un savoir là transmis de famille ou de relations, etc. Et deuxième chose qui n'a là sur un tout autre terrain, concernant l'IA, je crois que c'est un leurre de penser qu'on puisse l'utiliser pour des dessins. Pour reconstituer des objets en 3D millimétriques suite à des destructions, des explosions et tout ça, ça c'est l'idéal, c'est fait pour, ça calcule. Mais représenter un humain comme, par exemple, le symbole du Muséum d'histoire naturelle, je vois qu'il y a une ruche, je vois qu'il y a des représentations simplifiées d'abeilles, etc. Est-ce que l'IA en est capable? Je ne pense pas, parce que ça c'est une part d'interprétation et d'imagination. Merci. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à votre remarque, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense tout de suite. Alors bon, je vais emmener les mots. On pourrait parler aussi de portraits animaux, où les animaux sont des êtres humains déguisés en animal. Donc là, on est sur quelque chose de très particulier, qui est... Bon, ok, quelle est la métapensée de ces populations? Est-ce qu'on est capable de comprendre à l'envers
qu'est-ce qui pouvait organiser leur collectif. On parle d'ontologie depuis pas mal d'années. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider à mieux comprendre le logiciel, hein? On a Lussac-les-Châteaux, Linux, dans le système de pensée, et puis à côté, c'est Microsoft, quoi. Ça ne dialogue pas forcément, alors que c'est la même communauté. Alors, pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe à la marche, c'est un signalement très intéressant quant à la façon de se percevoir, qui est quand même très atypique. On a quand même plutôt un fond magdalénien d'une porosité des existants, humain, animal, même des animaux humanisés. Donc, ok, on est plutôt, pourquoi pas, dans une pensée de type animiste, dans la conception du monde et des autres. Voilà, les animaux sont capables de point de vue sur le monde, sont capables d'organisation sociale, et on interagit avec eux de manière diplomatique, on interchange avec eux, et puis l'art paléolithique est peut-être le lit de cette conception des êtres qui est très différent de l'un à l'autre, hein. Enfin, il faudrait qu'on change nos lunettes, quoi. C'est compliqué. Même si on enlève nos lunettes, on a toujours nos yeux d'occidental européanisés qui pensent naturalisme. On a souvent qualifié les animaux très détaillés de naturalistes, mais ça voudrait dire qu'on pourrait envisager un certain naturalisme au magdalénien, sans la conception de nature à ce moment-là. Parce qu'on sait très bien, on a des images, on n'a pas forcément la nature de représenter. Qu'est-ce que la nature d'ailleurs pour ces gens-là? Et puis finalement, comment ces gens-là qualifient les animaux? C'était peut-être même pas des animaux. Nous, on l'appelle bison, ou on a un taxon linéen de l'arbre du vivant, mais quelle était, eux, leur conception des êtres autour d'eux? Il y a beaucoup de travaux là-dessus qui sont très intéressants, notamment dans plein de contextes différents, sur le savoir. Ces gens-là avaient un savoir extraordinaire du monde environnant, mais qui était le leur. Dans les images sont un extrait. Donc, pourquoi pas le tabou? En tout cas, quelque chose qui a fait que ces personnes ont innové aussi dans le cadre social et culturel, avec comme principe par l'image l'apparition de la revendication de soi, peut-être même de l'individu direct, pas de déformation, c'est les uns les autres, on est là. On est là, quoi. On se pense humain, on se projette humain, et il n'y a pas d'interférence avec les animaux. On aurait peut-être quelque chose de très classificatoire, les animaux sont très normés, et pas les humains. Mais certains animaux de la marche, et même du rocco-sorcier, et surtout le rocco-sorcier qui est moins rigide que la marche, il y a des animaux qui se comportent comme des humains, presque, sans en avoir le corps. Ils se réunissent en société, ils interchangent, ils communiquent les uns les autres, ils se regardent, enfin... Je pense que ce pas de côté, on est en train de le faire en archéologie préhistorique. Les travaux interdisciplinaires sont très importants de ce point de vue, avec les concepts qui sont importants, qu'il faut se saisir, mais de quel point on peut, nous, en archéologie préhistorique, aborder ces notions pour nos travaux à nous. Il y a encore 2 questions, après quoi on va être obligé de... Merci. Merci beaucoup. Donc, on est 500 ans après la fin de l'époque glaciaire, après les inondations, 4000 ans, vous avez dit 1000 ans à peu près, ce site était habité. Ce qui m'étonne, que c'était les portraits et des autres dessins sont tellement matérialistes, aucune inspiration spirituelle, comme les 2 autres grottes sont toujours, même encore plus récents, avec un sens de spiritualité, de cherche au-delà et des explications de notre existence. Pourquoi c'est coupé aussi brusquement? Alors la quête de la spiritualité par l'image, c'est très compliqué. Si on s'en tient aux images, parce que moi en tant qu'archéologue, quand je travaille sur les images, je travaille en tant qu'archéologue, hein, je fais ma typologie, je rassemble mes images, assis, debout, levant les bras. Et à la marche, il y a quand même des jolis extraits, peut-être de comportements qui renverraient probablement à des séquences métaphysiques. Léon Pal parlait de femmes en position d'orant, d'ailleurs, hein, toutes ces femmes assises, les mains comme ça. C'est une séquence. Hein, il y a quelques plaquettes de la marche où les individus sont associés les uns avec les autres, levant les bras comme s'ils dansaient. Donc le mouvement du corps, la danse, peut-être un rite, je ne sais pas. Et puis une très belle plaquette qui est présentée à Lussac-les-Châteaux. Donc si un jour vous allez du côté de Lussac voir le musée de préhistoire, une plaquette qui vient des Fadets, là je ne voulais pas montrer parce qu'il y avait trop de choses à montrer, qui présente un individu, mais vraiment type Lamarche, hein, un individu bonnet, magnifique, qui est accroupi et qui tient un objet dans la main
d'alerte de s'échapper de la fumée. Ouais, cette plaquette est présentée dans l'ouvrage de Jean Herveau aussi, dans son ouvrage sur l'art du Poitou-Charentes. Donc, il y a quelques séquences figuratives à la marche qui nous renvoient à autre chose que les corps socialisés, comme je peux vous les montrer, mais à des séquences collectives, de quelque chose qui a peut-être attrait à des activités symboliques ou mythiques, quoi. Mais enfin, l'art gravé, ce n'est pas du mythe, quoi. C'est des supports à des histoires qu'on peut se raconter, et ces histoires, on les a plus, quoi. Bonjour. Ma question va s'éloigner de la marche. Je suis désolée, mais elle me turlupine depuis des années. Pourquoi, au Paléolithique, l'humain n'a-t-il pas représenté les astres, le soleil et la lune, et que ça n'apparaisse, enfin, par exemple, le culte du soleil, pour moi, il n'apparaît qu'au néolithique avec l'agriculture. Est-ce que c'est une question qui a été posée ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut. Alors, une réponse que je pourrais peut-être vous apporter, c'est que, encore une fois, je pense qu'il faut renvoyer ça aux pensées de ces populations-là. C'est-à-dire que Ludovic Slimak, pour Néandertal, dit une phrase que j'aime bien, c'est qu'il faut arrêter de penser les Néandertaliens avec notre perception de sapiens. Je pense qu'il faut aussi essayer de penser ces populations magdaléniennes, non pas avec nos codes. On sera en attente de voir ça et ça, mais on ne l'a pas. Et pourquoi ? Parce que ces populations, en fait, avaient d'autres interactions avec le monde environnant. Et donc la question de la nature ou de ce qu'il y a autour de nous, qui pourrait nous paraître peut-être familière sur d'autres contextes plus récents, on ne les a pas au Paléolithique supérieur. Donc ça pose la question d'ailleurs des référents de ces populations qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc il y a plein de choses qui sont absentes dans l'art paléolithique et auxquelles on s'est beaucoup demandé, mais pourquoi ça y est pas ? Parce que peut-être que ces populations n'avaient aucune projection là-dessus, elles se basaient ailleurs. L'animal, l'alter ego ou l'altérité humaine, surtout. Et du coup, toutes les questions d'ordonnance du vivant par les images. Donc, effectivement, il y a des manques, les astres, mais il y a quand même quelques pièces dans l'art mobilier qui renvoient à des éléments de type astre. C'est notamment des plaquettes, des pièces en os qui sont l'art de cupules à des tailles différentes, donc qui pourrait être un calendrier lunaire. La Dame à la corne, ici qui est présentée dans le musée, où on a une femme enceinte avec une corne de bison et on a les traits comme ça qui renvoient au calendrier, pareil, il me semble, le calendrier lunaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, de temps en temps, on a des éléments sur lesquels des chercheurs vont aller questionner le rapport aux astres, au soleil. Il y a des travaux qui ont été là-dessus. Mais je pense qu'encore une fois, ils ont beaucoup à nous apprendre sur la façon dont nous, on doit les étudier. Parce que c'est quand même parfois très perturbant dans leurs références. La dernière question. Merci. Sur quels éléments scientifiques se font les articles récents pour refuser justement la datation magdalénienne de ces plaquettes ? Ah, 2 raisons. 3. Alors pour la marche, les remises en doute 2015, mais aussi depuis quelques années aussi, parce que bon, moi je réponds pas, mais du coup si je réponds pas, en fait il y a une espèce de truc bizarre, c'est que c'est très facile de balancer une bêtise en 2 secondes, et puis par contre ça demande beaucoup de temps pour essayer d'argumenter. Alors pour la marche, il y a 3 éléments qui reviennent souvent. La première, les fouilles sont anciennes. Quelle est la preuve de la documentation qui a été faite à l'époque ? Finalement, ils n'ont pas fait de stratigraphie. Donc c'est la méthode de fouille qui a été faite à la marche qui est souvent employée comme remise en question de l'authenticité, alors qu'il y a des gens éminents de l'époque qui ont fouillé la marche. Le fait que des mammouths aient été représentés. Il n'y avait plus de mammouths à cette époque, quoique peut-être que si, en fait. Le mammouth était encore présent. Mais ça a été une des raisons pour lesquelles l'article est sorti, que je vous ai présenté, parce qu'il n'y avait plus de mammouths. Et en plus de ça, ces humains, c'est pas possible, quoi. Et l'humain est vraiment le cœur de la polémique. À tel point, d'ailleurs, que si on regarde les publications plus anciennes, il y a un ouvrage de référence 1947 de Sacassine de la Cinta, qui fait la première synthèse sur les figures humaines connues dans la paléolithique en 1947. La marche, elle n'en parle pas parce qu'elle considère que c'est pas authentique. En 1947. Merci beaucoup, Oscar Fuentes. C'était une
Très belle conférence. Merci beaucoup.